Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis Sébastien Malézis, heureux de vous retrouver sur le Facebook Live de l'ISA pour vous présenter ce soir la formation ITIAP. Je suis accompagné de Marie. Bonsoir. Marie, du coup, élève en deuxième année à l'ITIAP, dans la formation ITIAP au sein de l'ISA. Donc la formation ITIAP, en quelques mots, une formation qui prépare le diplôme d'ingénieur du paysage, une formation de l'ISA. C'est aujourd'hui le deuxième Facebook Live de l'école. On en aura encore quelques-uns sur les autres formations. L'ISA, c'est 3 formations d'ingénieurs avec 2 diplômes. Le diplôme dont on va parler aujourd'hui, c'est le diplôme de paysagiste, ingénieur paysagiste, qui se déroule donc en 3 années de formation, après un bac+2, 3 années en apprentissage, en contrat d'apprentissage. Donc sur cette formation, on a aujourd'hui 60 étudiants par promotion, donc sur une formation de 3 années, donc au total 180 étudiants, dont 60 qui se trouvent sur un site distant qui se trouve à Antibes. Donc 120 étudiants sont sur l'île et 60 sont sur Antibes. La formation se déroule donc, comme je le disais, en alternance. Marie, ton alternance, tu veux peut-être en dire quelques mots? Oui, du coup, on se retrouve une semaine. En moyenne, le rythme, c'est une semaine par mois à l'école ici sur l'île ou sur le site d'Antibes. Et le reste du temps, c'est 3 semaines en entreprise au sein de notre structure d'apprentissage. Et le rythme est tout le temps le même en moyenne, sauf la première année où on a un temps plus long pour le cycle scientifique sur le site de Lille. Alors, effectivement, sur le site de Lille, il y a le début de formation qui se déroule sur le site de Lille et ensuite la suite sur Lille ou Antibes, avec des petits changements pour l'année à venir. Et on a déjà une première question qui nous arrive avec le type de profil, quels sont les types de profils qui peuvent postuler dans la formation. Alors, grosso modo, tous les BTS aménagement paysager et production horticole sont les bienvenus en formation ITAP, ISA Paysage. On utilisera alternativement les 2 mots ITIAP ou ISA Paysage. Donc, tous les profils BTS aménagement paysager, production horticole, les DUT de génie civil ou de génie biologique également, éventuellement les autres BTS agri, les licences de bio deuxième année validées et éventuellement les BCPST, même si l'arrivée avec une deuxième année de BCPST est un petit peu plus délicate pour trouver ensuite un contrat d'apprentissage. Voilà, Marie, toi, tu avais fait quoi Alors moi j'ai un parcours un peu plus atypique parce que j'ai fait un bac ES et après je suis partie en fac de droit et j'avais commencé un BTS communication avant de me retrouver dans le paysage et du coup j'ai fait un BTS aménagement paysager que j'avais déjà fait en alternance et du coup j'ai postulé enfin juste avant l'ITIAP. Voilà, j'ai un BTS aménagement paysager. Intéressant justement dans ce que Marie vient de dire, c'est que le profil de BTS par alternance, réalisé par alternance, par apprentissage, est quelque chose de plutôt très valorisé. On a à peu près un tiers de nos apprentis en ingénieur qui ont fait leur parcours préalable, donc en général le BTS, également en alternance. Et c'est quelque chose que les entreprises apprécient beaucoup. Il s'agit de trouver un contrat de 3 ans pour l'ingénieur. Et c'est quelque chose vraiment de valorisé et que nous valorisons notamment au moment de l'admission. Alors justement, Marie, tu travailles dans quelle entreprise, toi? Alors moi, je travaille chez Valois. C'est un groupe où il y a plusieurs agences et je suis dans l'agence Île-de-France. C'est une entreprise qui fait principalement de la création d'espaces verts et avec un peu d'entretien. On s'occupe de création dans le domaine privé, donc plus pour des promoteurs immobiliers ou des marchés publics c'est plutôt des gros chantiers, on ne fait pas de particuliers. Voilà, alors il y a justement une question sur le type de métier qu'on peut exercer après en sortant de la formation ITAP, avec le diplôme d'ingénieur ISA Paysage. Et puis une question sur l'avenir des étudiants qui ont le diplôme. Est-ce que c'est plutôt du chantier public, du privé, des jardins remarquables? Ce qu'il faut savoir, c'est que les étudiants qui sortent de l'ITIAP avec le diplôme
ont des fonctions de cadre dans les entreprises de la filière du paysage, donc les entreprises d'espaces verts, les collectivités locales éventuellement. Et puis, alors après, ben, selon les entreprises, on peut avoir tout type de marché, donc des entreprises qui vont effectivement plus intervenir sur du gros marché public, sur du gros privé, sur du privé, entre guillemets, riche, comme on dit parfois, donc notamment pour Tour Méditerranéen, on a des gros chantiers privés. Voilà. On a peut-être moins les jardins remarquables au sens, voilà, type, exemple, jardin des châteaux de la Loire ou de Versailles ou des choses comme ça. Là, on aura plus des professions peut-être de jardiniers. On va peut-être moins retrouver le profil d'ingénieur paysage. Les ingénieurs du paysage sont vraiment là dans la gestion de chantier, dans la coordination, dans l'organisation, dans la logistique, etc. Tout ce qui est l'organisation. Peut-être que Marie, tu peux peut-être dire un petit peu, en gros, tes tâches quotidiennes, finalement, qu'est-ce que tu fais dans la boîte? Mais alors, dans mon entreprise, moi, je suis plus en partie bureau d'études pour l'instant, sachant que je vais passer du côté vraiment exploitation et exécution plus tard. Donc, je m'occupe d'étudier des dossiers quand il y a des appels d'offres qui sortent ou qu'on nous demande qu'on est consulté pour répondre à un dossier de création d'espaces verts. Je m'occupe d'étudier tout le dossier, de faire toutes les demandes de prix. Il y a du coup toute la partie contact avec les fournisseurs et toute la partie réflexion sur la viabilité du projet, voir si c'est réalisable et aussi toute la partie recherche sur l'innovation, s'il y a des nouveaux produits, toute la partie après du coup un petit peu commerciale aussi de proposer des nouveaux produits dans un chiffrage. Et voilà, le bureau d'études, en gros, après, il y a plein de petites tâches, mais en gros, c'est ça. Je m'occupe du chiffrage et après d'aller vendre mon projet. Alors, dans les autres métiers, donc il y a effectivement après, comme je disais tout à l'heure, l'organisation des chantiers, la logistique, etc. On a une question sur les modalités de rentrée en formation, mais peut-être en prendre une qui vient d'arriver à l'instant, qui est sur la différence entre l'île et Antibes. Alors, à part le climat, donc effectivement, il y a le climat, même si là aujourd'hui, nous, on avait un beau soleil sur l'île, avec un petit peu de température froide. Alors, la différence entre l'île et Antibes, il faut savoir que c'est rigoureusement le même diplôme. C'est-à-dire que le CFPPA d'Antibes réalise en quelque sorte la formation sur le site d'Antibes. Historiquement, ça s'explique par le fait que le pourtour méditerranéen est une région où il y a beaucoup d'entreprises d'espaces verts, hein. Après l'Île-de-France, c'est la deuxième région d'implantation des entreprises d'espaces verts. Et donc, il y a une forte demande du tissu entrepreneurial du paysage pour embaucher des apprentis. Alors, la différence avec Antibes, ben, finalement, il n'y en a pas beaucoup, si ce n'est que c'est l'environnement. Donc, à Antibes, c'est au sein du lycée Vert d'Azur, au sein même de la ville d'Antibes. Et ici, sur l'île, c'est dans le quartier de l'Université catholique de Lille, quartier Vauban. Voilà. Par rapport au choix entre les deux sites, en fait, le choix est conditionné par l'entreprise d'apprentissage. C'est-à-dire que grosso modo, toutes les entreprises, tous les apprentis qui trouvent un contrat dans le grand quart sud-est vont aller sur le site d'Antibes pour suivre leur formation. Petite particularité quand même que je précise dès maintenant, c'est que jusqu'à maintenant, le début de formation se faisait à Antibes, le début de formation se faisait à Lille pour tout le monde, les 11 premières semaines, et ensuite, les deux groupes se séparaient pour l'un rester à Lille, l'autre partir à Antibes pour les 2 ans et demi de formation qui suivaient. À partir de l'année prochaine, on aura une organisation un petit peu différente puisque chaque année, les étudiants d'Antibes vont être sur Lille alors 7 semaines la première année de formation, 2 semaines la deuxième année de formation et 6 semaines la troisième année de formation. Voilà, donc on aura vraiment un maillage complet sur les 3 années pour la formation. Voilà. On peut reprendre peut-être une des questions qui était arrivée sur comment entre-t-on dans la formation, sur les modalités de sélection et d'admission. Marie, tu veux en dire un petit mot? Tu l'as vécu il y a quelque Oui, temps. sur ce qui a été dit tout à l'heure selon les études précédentes. Et après, faut prospecter pour trouver une entreprise. Donc, c'est des envois de CV et des lettres de motivation. Et après, faut passer les entretiens
et discuter de la formation aussi avec le potentiel futur maître d'apprentissage et ne pas hésiter à lui donner toutes les informations que vous pouvez avoir en questionnant l'école pour être sûr que lui qu'il soit capable aussi d'accueillir un apprenti et de le suivre tout au long des 3 ans. Effectivement, de toute façon, dans la modalité pour entrer en formation, donc il y a les modalités d'admission. Donc effectivement, il y a d'abord la consultation le candidat remplit un dossier, donc qui est lu par une équipe d'enseignants formateurs. Donc à partir de ce dossier, de l'étude de ce dossier, on va provoquer un entretien de motivation qui a lieu pour 2018 fin mai début juin. Et puis, à l'issue de cet entretien, alors le jour de l'entretien de motivation, il y a également un test d'anglais qui est fait à l'ISA, dans les locaux de l'ISA à Lille. Et puis, donc, à partir de ce moment-là, on va définir une liste d'admis. L'admission étant prononcée après, sous réserve effectivement d'obtenir le contrat d'apprentissage, comme le disait Marie. Donc là, il faut effectivement trouver ensuite un contrat. Pour ça, une fois que vous êtes admis et que vous avez trouvé un contrat d'apprentissage, l'école valide le contrat en question. Et puis, pour vérifier justement que les tâches, que les missions confiées soient les bonnes. On a une question sur le type d'entreprise le plus adapté à ce diplôme. Est-ce que c'est plutôt une grosse boîte où on passe les journées au bureau, ou plutôt une petite entreprise avec moitié bureau, moitié chantier, ou petite boîte presque que du chantier? Alors, petite boîte, non. Là-dessus, on est assez clair. L'entreprise doit avoir plus de 20-25 salariés. Moins de 20 salariés, on ne permettra pas de réaliser un apprentissage de 3 ans dans une entreprise de moins de 20 salariés. Pourquoi? Simplement parce qu'on estime que dans une petite entreprise, l'apprenti qui y passe 3 ans n'aura pas forcément n'aura pas forcément l'occasion de voir un certain nombre de choses. Et donc, peut-être au bout d'1 an et demi, il commencera peut-être un petit peu à s'ennuyer. Donc après, à partir de 20 salariés, j'allais dire, toutes les tailles sont valables. Valois, je ne sais plus exactement combien de personnes c'est, l'agence où tu te trouves. Le groupe, c'est 200 personnes et l'agence où je suis, il y a une vingtaine de... Non, ouais, on est 25 personnes entre les bureaux et le terrain. 25 personnes. Voilà. Donc à partir de 20 personnes, on considère que c'est une entreprise correcte. Ce qu'on n'a pas précisé, c'est qu'on a aussi des collectivités qui embauchent des apprentis, hein, donc des services, notamment des services espaces verts, soit dans des grosses agglomérations ou des communautés d'agglomération. Donc on a chaque année, sur une promo de 60 apprentis, on en a 4, 5, 6 qui sont en collectivité. Et petite précision aussi, c'est qu'à partir de l'année prochaine, on va ouvrir aussi un petit peu plus large, puisque aujourd'hui on fermait un petit peu la possibilité pour aller faire son apprentissage dans les entreprises, j'allais dire, connexes aux espaces verts, c'est-à-dire en amont de la filière, exemple pépinière ou vendeur de négoce de matériel pour l'espace vert, etc., fournisseur. Donc à partir de l'année prochaine, on pourra faire son apprentissage ITIAP dans les entreprises, chez les fournisseurs des entreprises d'espace vert. Voilà, pour ouvrir un petit peu. Donc ça donne une assez grande diversité. Alors, si vous ne trouvez pas d'entreprise, qu'est-ce qui se passe? On a une question là-dessus. Et est-ce que l'ISA éventuellement peut aider? Alors, Marie, au moment de l'entretien de l'entretien d'admission, c'est bien d'avoir une entreprise, mais je pense que la plupart des postulants n'ont pas encore trouvé de structure, enfin, une bonne partie du moins. Oui, c'est ça. L'entretien a lieu de fin mai, début juin, donc les entreprises n'ont pas encore forcément se sont pas encore positionnées sur l'embauche d'un apprenti, effectivement. Donc en fait, effectivement, quand vous passez l'entretien, vous n'avez pas forcément d'entreprise et c'est pas forcément ennuyeux. En tout cas, c'est pas rédhibitoire pour être sélectionné. Par contre, dès l'instant où vous êtes admis, c'est-à-dire où le jury d'admission a considéré que vous étiez apte à suivre la formation, on vous envoie une liste d'entreprises, puisque chaque année, on a un certain nombre d'entreprises qui envoient leurs offres d'apprentissage à l'ISA, qui disent, voilà, nous, on est intéressés pour prendre un apprenti ITIAP, et on vous donne cette liste, et donc les candidats, vous pouvez contacter les différentes entreprises en fonction de l'endroit où vous cherchez votre parcours, votre contrat d'apprentissage.
Précision quand même, c'est qu'un apprentissage en pays étranger, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Le contrat d'apprentissage, c'est un contrat de droit français. Et donc, réaliser un contrat d'apprentissage, je vais prendre les pays limitrophes, l'Italie par exemple, si on n'est pas loin de Nice, ou la Belgique, ou le Luxembourg, si on n'est pas trop loin de Lille, aujourd'hui ce n'est pas possible puisque le contrat d'apprentissage n'est pas est un contrat franco-français, donc pas de possibilité de réaliser son apprentissage dans une structure à l'étranger. Et oui, quand on est en recherche d'entreprise, c'est vrai que Christine Dupart nous envoie on a des mails qui arrivent vraiment très régulièrement, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, avec la liste des entreprises qui cherchent encore des apprentis, qui est tout le temps mise à jour. Dès qu'il y a une nouvelle entreprise qui émet le souhait de prendre un apprenti ITIAP, l'école nous le communique tout de suite, enfin communique à tous les postulants l'entreprise, sa localisation et le nom du contact s'ils l'ont pour qu'on puisse postuler. Et dès que l'entreprise a engagé un apprenti, enfin s'est engagé sur un apprenti, effectivement, on enlève aussi cette entreprise de la liste pour éviter qu'une entreprise soit contactée X fois alors qu'elle a déjà jeté son dévolu sur un apprenti. On a une question sur les différentes matières qui sont enseignées dans la formation. Alors là, justement, petite nouveauté peut-être par rapport à ceux qui ont connu la formation ITIAP par le passé, à partir de la promo donc qui rentrera en septembre 2018, on aura quelques petits changements. Alors, les matières restent sensiblement les mêmes. On a toujours des techniques d'aménagement paysager, de l'analyse du paysage, de l'économie et de l'aménagement paysager, de l'urbanisme, de l'aménagement de l'espace, de l'aménagement en milieu fragile, de l'informatique, des statistiques, des certifications, du système de management. Voilà. Je pourrais faire tout le catalogue du management, de l'éthique, etc. En gros, on a 4 grands types de disciplines de matières. On a tout ce qui concerne les sciences du vivant et les techniques paysagères, tout ce qui concerne les sciences de l'ingénieur, donc derrière ça, on aura du management, de la gestion de projet, etc. Tout ce qui est sciences économiques de gestion, oui, parce qu'une entreprise, on peut planter des arbres et faire de jolis paysages, mais il faut quand même que ça ramène de l'argent, c'est quand même le but final. Et puis aussi des matières un peu plus d'ouverture, communication et culture générale. Tout ça, je vous invite à aller sur le site pour regarder un petit peu les différentes matières. Ce qui est important de savoir, c'est qu'à partir de la promo donc de l'année prochaine, on va ouvrir un petit peu la possibilité en dernière année de faire des parcours optionnels. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, la formation ITIAP est un tronc commun pour tous les apprentis sur les 3 années. À partir de l'année prochaine, donc la promo qui rentrera en septembre 2018, aura lors de sa dernière année la possibilité de choisir des dominantes, une dominante qui sera plus sur les techniques et l'ingénierie commerciale, une dominante plus sur le management d'entreprise, une 3e dominante qui sera plus sur la conduite de travaux, la conduite de chantier, et une 4e dominante qui sera plus sur l'expertise technique, le bureau d'études, etc. Voilà, donc 4 couleurs qui vont se dessiner de manière assez précise. Une question sur un étudiant actuellement en BTS qui a un peu peur du niveau qui est demandé par rapport au rythme et aux cours. Est-ce que c'est difficile finalement quand on vient d'un BTS aménagement paysager? Donc, comme Marie vient d'un BTS aménagement paysager, est-ce que le rythme c'est difficile? Alors le rythme alternance entreprise, c'est un rythme à prendre quand même parce qu'il faut à chaque fois se mettre dans un état d'esprit différent. Mais c'est ce qui rend la formation dynamique et moi je trouve ce qui fait aussi qui fait partie de ses richesses. Et pour le niveau demandé, le système de formation qu'il y a à l'école, qui est l'apprentissage par problème, et le fait qu'on travaille tout le temps en groupe aide beaucoup parce qu'on est donc les formateurs sont là bien sûr pour si on a des questions, mais c'est aussi entre nous où on travaille et on s'entraide surtout pendant le cycle scientifique où il y a comme une remise à niveau sur. Enfin moi je sais que par exemple la biologie j'avais peur de ce que ça pouvait donner et au final il y a pas eu de problème
parce que moi, c'est le système APP qui m'a permis de me remettre à niveau. On a des notions qui sont expliquées par des formateurs, mais aussi entre nous, et on prend les points forts de chacun entre nous pour réussir à tous avoir à peu près les mêmes bases pour continuer la formation. Je me permets de rajouter effectivement ce sur quoi Marie insiste, l'apprentissage par problème. On est vraiment très très attaché à cette méthode pédagogique qui fait vraiment l'essence même de la formation paysage. Notre but en tant qu'école, c'est de faire passer des étudiants qui ont un niveau BTS, donc un niveau technicien, et en 3 ans de les faire passer à un niveau ingénieur. Le niveau ingénieur, ça nécessite de prendre des responsabilités, de regarder les choses avec un certain esprit critique, avec du recul, avec de la distance, de ne pas s'engager de manière rapide, trop rapide sur des résolutions de problèmes un peu hâtives, etc. Donc tout ça, il y a une façon de le travailler, quels que soient les sujets, j'allais dire que ce soit des statistiques, du management, de l'innovation, enfin, quelle que soit la thématique, on va toujours la travailler avec cette dimension de prise de recul, de mise à distance. Et ça marche, ça passe par l'apprentissage par problème. Donc effectivement, on se base beaucoup sur les complémentarités des étudiants entre eux, des apprentis entre eux. Et donc, on aura des étudiants qui auront vraiment, par exemple, un parcours très, très professionnel dans de l'apprentissage, d'autres qui auront peut-être un parcours un peu plus scolaire, certains qui viendront d'un bac professionnel au départ avec une grosse culture du terrain, puis d'autres avec une culture peut-être un peu plus scientifique. Et ben, tout ça, ça fait un mélange qui, au final, va bien fonctionner quand on fait travailler les apprentis ensemble. Et du coup, l'apprentissage par problème, ça met vraiment les étudiants en situation de réussite. Donc, bien sûr, ça demande du boulot, c'est exigeant comme formation. On ne va pas dire que quand on est étudiant en école d'ingénieur, on n'est pas forcément, on n'est pas en vacances. Donc, il y a du boulot, mais tout est fait pour que on amène vraiment chaque candidat au bout du parcours vers la diplomation. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de filles dans la promo? Et après, on a une autre question sur le passage d'une année à l'autre. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de filles dans les promos? Non, il y a des filles, Presque pas, mais quand même. Non, il y a forcément plus de garçons que de filles, mais il y a en moyenne un quart de filles par promo. Oui, un petit quart. Parce que après, parce que c'est séparé du coup entre Antibes et Lille, ça dépend de la proportion de filles à Antibes ou à Lille. Mais c'est pas quelque chose enfin, nous, on le ressent pas forcément, on sent pas qu'il y a vraiment une dominante de garçons. Non, je pense que c'est l'histoire du métier dans le paysage qui fait qu'il y a effectivement plus de garçons sur les métiers qui sont plus proches du chantier. Mais effectivement, aujourd'hui, on est à peu près à un quart de filles et ça met, voilà, c'est la proportion qu'on a aujourd'hui qui est assez stable d'une année à l'autre. On avait une question sur le passage d'une année à l'autre, est-ce qu'il y a des examens, etc. Je ne sais pas, Marie, si tu veux en dire un mot sur les façons d'être évalué, peut-être. Au final, oui, on a des. Donc déjà, il y a le cycle scientifique où il faut avoir un niveau minimum pour pouvoir continuer ensuite la formation. Et après, c'est des notations qui sont faites et sur des écrits, des évaluations de fin de semaine après l'étude d'une unité de formation. On est évalué dessus en fin de semaine. C'est aussi doublé d'oraux qu'on peut faire en groupe et à chaque fois, on a des mini-mémoires en lien avec un sujet à réaliser pendant le temps d'alternance qui sont aussi notés et en mixant tout ça, ça nous donne une note pour chaque unité de formation. Et du coup, il faut valider toutes ces unités de formation. Voilà, en fait, la validation de l'ensemble de la formation, c'est une succession de validations d'unités de formation. Donc, chaque unité de formation, c'est une semaine. Grosso modo, vous êtes une semaine à l'école. C'est une thématique qui est travaillée avec l'évaluation en fin de semaine, comme le disait Marie, sous différentes formes, orale, écrit, etc. Et sur une bonne partie des unités de formation, il y a aussi ce qu'on appelle un mémoire d'alternance qui fait le lien avec le travail fourni, la mission réalisée en entreprise. C'est-à-dire que, exemple, vous travaillez sur l'UF, unité de formation marketing, il y aura un mémoire d'alternance
sur le marketing à faire à partir de votre analyse, enfin de l'analyse de ce qui est fait en termes de marketing dans l'entreprise où vous faites votre contrat d'apprentissage. C'est ces 2 notes-là qui vont constituer la note finale de l'unité de formation. Et puis ensuite, donc, c'est la succession des unités de formation validées qui permet à la fin d'obtenir le diplôme. Donc, il n'y a pas de passage réel d'une année sur l'autre, entre guillemets, mais voilà, il faut valider les choses au fur et à mesure. C'est pas validé, il y a possibilité de... Il y a des procédures de rattrapage, de récupération de notes, etc., effectivement, s'il faut. On avait une question sur les modalités d'admission des étudiants qui venaient de BTS, de DUT. Est-ce qu'ils ont les mêmes chances d'être admis que les étudiants venant de licence? Pour le coup, oui, je dirais même que sur la formation paysage, ils ont peut-être même plus de chances d'être admis. Pourquoi? Parce que la formation paysage, elle est déjà très professionnalisante. On veut vraiment que les étudiants, que les apprentis qui viennent aillent vraiment vers le paysage. Et donc, on se rend compte dans les modalités lors des entretiens d'admission que finalement, un candidat de licence est souvent un petit peu moins précis dans son projet professionnel que peut l'être un étudiant de BTS ou de DUT. Donc, un étudiant de BTS et de DUT va être finalement plus performant au moment de l'entretien de motivation et donc va bien souvent avoir plus de chances, enfin, le jury va émettre un avis plutôt peut-être plus favorable que pour quelqu'un qui vient d'une licence. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de quota entre les formations. On ne se dit pas, voilà, si on a 60 apprentis à prendre, on va prendre X BTS, X DUT, etc. Non, on prend vraiment en fonction des qualités des uns et des autres. Il y a une question de Romain qui t'est destinée, je pense, directement, Marie, parce que c'est le calendrier d'alternance. Est-ce qu'il te correspond bien? Oui, l'alternance, c'est... Enfin, le rythme, une semaine d'école et 3 semaines d'entreprise est bien parce qu'on est complètement immergé dans son entreprise, on est présent, même aux yeux des collègues. C'est pas des grosses sessions où on est absente et on doit revenir. On est présent pratiquement tout le temps. Et une semaine par mois sur l'île, ça permet aussi de pas couper avec l'école, d'être toujours dans le même rythme. Et le fait que ce soit qu'une semaine, c'est aussi pratique sur le fait qu'on n'ait pas besoin de prendre un logement fixe sur place. Nous, on fonctionne beaucoup en Airbnb ou en colocation. Et ça permet de ne pas avoir, si l'entreprise est vraiment éloignée de l'île, plus loin et en plus pas à côté de notre lieu, de là où vous habitez au jour d'aujourd'hui, à ce jour. Ça permet de ne pas avoir 2 loyers et de pouvoir comme ça, juste pour une semaine, se débrouiller. On vit très bien. Et d'être toujours, enfin moi je trouve ce qui est intéressant, c'est qu'on est toujours dans l'entreprise, on n'est jamais coupé. On n'a pas tout le rythme de ça, de la vie professionnelle à reprendre à chaque fois. C'est vrai que le calendrier d'alternance qui est depuis l'origine de la formation ITIAP et qu'on a d'ailleurs calqué sur la formation, pour la formation Agri-Agro pour lequel il y a eu un Facebook Live il y a quelques jours de cela, c'est vraiment quelque chose qui est très très apprécié des entreprises parce que ce que disait Marie du point de vue de l'apprenti, les chefs d'entreprise nous le disent aussi, c'est-à-dire que les chefs d'entreprise nous disent nous on apprécie que notre apprenti soit là. On peut toujours gérer l'absence d'un apprenti pendant une semaine. Pendant un mois, c'est compliqué. Pendant une semaine, c'est toujours faisable. Ça fait partie, j'allais dire, des habitudes de l'entreprise. Donc, on sait gérer. Et donc, notre apprenti, on a l'impression qu'il est finalement là tout le temps. Il est là 3 semaines. Il est là 3 semaines dans l'entreprise sur les 4. Mais au final, quand on regarde le bilan sur les 3 ans, c'est presque comme s'il avait été là tout le temps. Petite particularité quand même, c'est que pendant l'été, entre la deuxième et la troisième année de formation, il y a 2 mois à l'étranger. Donc là, c'est un petit peu compliqué pour certaines entreprises, mais en le sachant, elles s'organisent. Et à partir de l'année prochaine aussi, il y aura 1 mois entre la première et la deuxième année, donc 4 semaines où l'apprenti ne peut pas être dans l'entreprise puisqu'il doit être en période d'immersion à l'étranger. Alors, on remercie Maxence qui nous signale que l'ITIAP est une grande famille. Et puis, on enchaîne avec une question de Maxime concernant les frais de scolarité et donc sur l'aspect des questions autour du financement de la formation. Alors, effectivement, c'est l'entreprise qui verse, qui paye la scolarité en fait. Donc, le fonctionnement global, c'est qu'on demande simplement à l'apprenti 500 € de frais à l'entrée des 3 ans. Alors, c'est ce qu'on appelle des frais de fourniture et de campus.
Hein, ça correspond à un certain nombre de choses. Quand vous êtes sur le campus de l'ISA, vous avez accès au bâtiment le soir, vous avez une carte d'accès, vous avez du réseau Wi-Fi. Enfin, vous avez un certain nombre d'infrastructures qui ne sont pas directement liées, enfin, qui sont des infrastructures techniques. Donc, ça, vous y contribuez à hauteur de 500 euros. Et puis, tout le reste, c'est l'entreprise qui paye. Donc, effectivement, l'entreprise d'espace vert, une entreprise privée d'espace vert va payer à peu près 3 800 euros de coûts de formation par an à l'école, enfin, un centre de collecte de taxes d'apprentissage qui va le reverser à l'ISA. Et puis, elle va effectivement aussi payer le salaire des apprentis. Alors, pour ceux qui suivent l'actualité, vous savez qu'il y a pas mal de choses qui bougent en ce moment autour de l'apprentissage. Mais pour l'instant, on est encore sur, grosso modo, hein, pour quelqu'un qui a 21 ans, plus de 21 ans la première année du contrat, ce sera 53% du SMIC. Et en dernière année, ce sera 78% du SMIC. Voilà, pour le salaire. Précision aussi, c'est que sur la région Hauts-de-France, donc pour les apprentis qui sont sur le site de Lille, la région Hauts-de-France contribue aussi avec ce qu'on appelle des frais de THR, transport, hôtel, restauration, transport, hébergement, restauration, qui sont en fait une contribution pour faciliter la vie de l'apprenti. Donc ça, c'est un volontarisme de la région Hauts-de-France qui verse donc une partie un défraiement en quelque sorte pour les déplacements des apprentis. Vous avez la carte aussi Génération France pour Tout à fait, ouais. aider à l'achat des fournitures en première année. Il y a je sais, 200 euros qui sont offerts par la région Hauts-de-France. Bon, c'était 200 euros après, je ne sais pas, qui sont à utiliser dans plein de magasins, mais c'est pour l'achat des fournitures. Oui, c'est ça, c'est pour. C'est vraiment pour aider l'apprenti Oui. et faciliter la tâche de l'apprenti sur l'aspect financier, quoi. Précision, alors sur le coût le coût de la formation, le montant de la formation, petite précision, c'est que les collectivités territoriales ne sont pas assujetties à la taxe d'apprentissage. Donc elles doivent payer 7 600 euros. Donc c'est un coût qui est quand même plus important pour elles. Maintenant, on a chaque année, comme je le disais tout à l'heure, des apprentis qui sont dans les collectivités territoriales, que ce soit des conseils généraux, des conseils départementaux, régionaux, la mairie de Paris aussi, etc. Donc, voilà, c'est possible de financer sa formation aussi par ce biais-là. Et pourquoi pas aussi d'envisager un projet personnel et professionnel dans la fonction publique, pourquoi pas. C'est quelque chose aussi auquel peut amener la formation ITIAP. Les entreprises des apprentis sont plutôt en région parisienne ou dans le nord. C'est dans la France entière. Ouais. Effectivement, on a une répartition vraiment sur la France entière. Comme je le disais aussi, on a beaucoup. Alors, les étudiants, les apprentis sur le site d'Antibes, forcément, sont grosso modo tous sur le pourtour méditerranéen, de Montpellier à Nice, on va dire. Et par contre, pour ceux qui sont sur l'île, effectivement, ça va de Biarritz à Strasbourg, en passant par Lyon jusqu'à Brest, Lille, Rouen, etc. Donc, c'est effectivement étalé. Cela dit, on voit quand même qu'il y a effectivement, de par la densité des entreprises en région parisienne, en Île-de-France, on a quand même beaucoup d'apprentis en Île-de-France. On n'en a pas beaucoup dans la région Hauts-de-France, hein, je crois, de mémoire, je crois que sur les 120 étudiants et 3 promotions de Lille, je crois qu'on doit en avoir maximum une dizaine sur la région Hauts-de-France. Voilà, donc c'est vraiment pas beaucoup. Et on en a même qui sont à Bordeaux, comme le souligne Margot, qui est actuellement dans son entreprise à Bordeaux et qui nous suit de la région bordelaise. Alors, il y a une question d'Anaïs sur est-ce qu'il y a quand même du temps pour la vie perso et étudiante. Donc, moi, je suis un peu trop vieux pour répondre aujourd'hui, donc je laisse Marie répondre à cette question. Oui, après, c'est vrai que les semaines de formation sont assez denses parce qu'on doit apprendre beaucoup en peu de temps. Mais il y a une très bonne ambiance enfin, on a des loisirs et on sort beaucoup entre nous pour justement réussir à sortir un petit peu des cours et se changer un peu les idées. Et on en a besoin pour rester
au final efficace. Sinon, si on est tout le temps la tête dans le guidon toute la semaine, c'est pas facile. Ce qui est bien aussi, c'est que pendant le cycle scientifique, tous les examens sont en fin de semaine, ce qui fait que pendant toute la première partie de la première année, tous vos week-ends sont libres. Vous n'avez pas il n'y a pas de devoir à la maison. Enfin, il y a pas de choses à rendre plus tard. Donc ça, c'est bien parce que pour commencer la formation, c'est quand même, je trouve que c'est quelque chose qui est bien. On a les week-ends de libre pour soit découvrir la ville, déjà apprendre à se connaître entre nous dans la même promo. Et après, moi, je sais qu'actuellement, il y a une très bonne ambiance parce qu'on est la plupart en colocation. Et le soir, on se retrouve souvent, on va boire une bière avant de rentrer et de travailler ou autre, mais on est très souvent ensemble après les cours parce que tout se passe bien et que c'est la formation peut-être qui veut ça. Vu qu'on est, oui, c'est ça aussi. Ouais, la formation, c'est beaucoup de travail de groupe, donc on est très souvent ensemble. C'est pas des cours magistraux, c'est vraiment que comme des ateliers où on travaille très très souvent en groupe et voilà. Je pense qu'effectivement, enfin, on insiste beaucoup, c'est dans la culture de l'ISA et de favoriser cette vie de groupe et cette vie un peu de famille, comme l'un des ITIAP le disait tout à l'heure. Donc effectivement, on cultive beaucoup ça. C'est pas forcément toujours simple avec le rythme de l'apprenti, mais par exemple, quand il y a des manifestations organisées par l'école, alors je prends un exemple, ce qu'on appelle la journée challenge. C'est une journée sportive qui est organisée par les étudiants pour que tous les étudiants se rencontrent autour de rencontres sportives, foot, badminton, volley, enfin tout ce qu'on veut. Et bien cette journée, quand les apprentis sont présents, si les apprentis sont présents sur le site, cette journée est bloquée, enfin, est banalisée et donc ils participent au même titre que les étudiants, etc., pour que vraiment il y ait une vie commune d'apprentis et d'étudiants de l'école, quoi. Et donc voilà, donc on essaie vraiment de gérer aussi cette vie étudiante pour que ça se passe le mieux parce que faire des études c'est bien, c'est exigeant, mais si on les fait en se sentant bien dans l'environnement où on est, c'est encore mieux, quoi. Il y a le foyer aussi à l'ISA qui permet de rencontrer aussi toutes les autres formations qui sont enseignées à l'ISA. On avait une petite question qu'on a laissé passer tout à l'heure sur les diplômés de la formation. Est-ce que les diplômés de la formation ITIAP trouvent rapidement du boulot derrière? Alors, moi, effectivement, hein, c'est une formation qui pose, j'allais dire, aucun souci en termes de débouchés derrière, puisqu'on a 85 à 90% des étudiants qui sortent, qui finissent leur parcours, qui sont en CDI ou en CDD dans les 2 mois qui suivent. Faut savoir qu'en fait, il y a 50% à peu près d'une promo qui poursuit dans la même entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise qui l'a embauché pendant 3 ans en tant qu'apprenti, dans 50% des cas, cette entreprise lui propose quelque chose, lui propose un contrat derrière, la plupart du temps d'ailleurs un CDI. Alors en fait, c'est même plus que 50%, puisqu'il y a 50% des étudiants qui continuent, mais en fait, il y a plus d'entreprises qui proposent. Et par contre, il y a aussi des étudiants qui choisissent au bout de 3 ans d'aller ailleurs, faire un autre, dans une autre entreprise et tout ça. Mais donc là-dessus, il n'y a vraiment pas de souci sur les débouchés par rapport au type de diplôme, quoi. On a une question et on reviendra peut-être après sur l'ambiance à Lille. Est-ce que c'est une chouette ville? Mais sinon, on a une question sur est-ce que le niveau de l'étudiant compte au moment de l'admission? Et est-ce que les résultats si les résultats en licence sont moyens, et si on assure lors de l'entretien, est-ce que ça peut marcher? Alors, moi, j'aurais tendance à dire bien sûr, les résultats comptent, mais effectivement, la modalité de l'apprentissage fait qu'on va regarder aussi surtout le profil du candidat. Bien sûr, on va regarder l'anglais, parce qu'il y a une exigence sur le niveau d'anglais à la fin de la formation, mais on va regarder surtout le profil du candidat. Donc, postuler avec un niveau vraiment, j'allais dire, dernier de sa licence, il y a quand même relativement peu de chance, il faut être honnête.
Mais en même temps, à niveau égal, on va dire moyen, on va privilégier quelqu'un effectivement qui montre qu'il a un projet clair sur la formation, sur un projet professionnel dans le paysage, etc. Donc, faut vraiment tenter tenter le passage. Par contre, un très bon niveau d'anglais, sans, j'allais dire, sans une motivation acharnée, ça ne fonctionnera pas, quoi. Voilà. Mais cela dit, pour répondre à la dernière question d'Alice, un bon niveau en anglais est indispensable pour être admis. Dire que l'anglais n'a pas d'importance, ce serait faux. Donc maintenant, effectivement, oui, il faut quand même un certain niveau d'anglais pour être admis. Mais d'un autre côté, voilà, on a un exemple dans les commentaires de Maxime qui vient de nous dire qui lui avait tout misé sur l'entretien de motivation. Il avait eu 18 sur 100 au test d'anglais. Donc effectivement, il fait partie des gens qui ont été repêchés malgré un niveau d'anglais au test qui était vraiment pas très élevé à mon sens. Mais voilà. Alors, ça ne change rien qu'à la fin, si on n'a pas on n'a pas notre diplôme. Ouais, c'est ce qui conditionne l'obtention du diplôme. Donc même en rentrant avec un mauvais niveau, il faut pouvoir derrière réussir à travailler pour obtenir le TOEIC. Et effectivement, on doit avoir le TOEIC avec un score de 785 pour être diplômé ingénieur. Donc effectivement, plus on part de loin au démarrage, plus les marches sont nombreuses et plus il faut faire des grands pas pour atteindre le 785. Donc c'est aussi la raison de ce test d'anglais à l'entrée. Ça nous permet aussi d'ajuster les modalités pédagogiques, c'est-à-dire que dans le fonctionnement, on met de l'anglais intensif dès le démarrage du cycle scientifique, avec des groupes par niveau, et on a des exigences d'atteindre des exigences d'objectifs à atteindre qui sont un petit peu variables selon les niveaux des groupes. Voilà, mais on fait vraiment tout pour essayer de faire en sorte que les étudiants puissent arriver au 785 à la fin. Mais d'où ce niveau d'anglais. Alors, c'est une contrainte qui est propre à la commission, enfin, qui est imposée par la commission des titres de l'ingénieur. C'est vrai qu'elle peut paraître un petit peu étonnante dans le monde des espaces verts et du paysage, de la filière paysage, qui n'est pas une filière très, très internationalisée. Donc, ça peut paraître un petit peu étonnant, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment indispensable de pouvoir parler anglais. Un des plus gros groupes aujourd'hui du paysage, ID Verde, pour ne pas le citer, a racheté un gros groupe anglais. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'un certain nombre de choses qui se font chez ID Verde se font aussi en anglais, quoi. Alors, est-ce que la formation existe en parcours classique mais pas en alternance? Effectivement, la formation ITIAP a une particularité, c'est qu'elle n'existe que en alternance. Donc, si vous voulez être ingénieur du paysage, ingénieur ISA du paysage par la voie, j'allais dire classique scolaire, et bien aujourd'hui, ça n'est pas possible. Il faut forcément aller travailler dans l'entreprise. C'est d'ailleurs, c'était une volonté au départ de l'Union nationale des entreprises du paysage, qui voulait au départ que effectivement les ingénieurs de la filière paysage soient vraiment formés aux contraintes du métier, aux particularités du métier. C'est vraiment un élément fort et qui fait aussi aujourd'hui la réputation de la formation elle-même. Pourquoi choisir l'ISA et pas une autre école? Alors, cette question elle est un petit peu difficile. Pourquoi choisir l'ISA et pas une autre école? Parce que la formation paysage, justement, elle est assez particulière et elle existe un peu moins ailleurs. Alors, il y a d'autres formations concurrentielles, hein, plutôt dans l'ouest de la France, qui seraient assez apparentées à la formation paysage. Agrocampus Ouest, par exemple. Peut-être que la différence entre Agrocampus Ouest, par exemple, et ce qu'on propose à l'ISA, c'est qu'à l'ISA, on a peut-être plus une culture j'allais dire plus proche du terrain, de l'organisationnel, vraiment de la réalisation du chantier. Sur Agrocampus Ouest, on va peut-être être sur d'autres types de, métiers à la sortie. À l'ISA, on est vraiment sur l'entreprise d'espace vert, la création, l'entretien,
la logistique, l'organisation des chantiers. On a vraiment ce côté très terrain, très réalisation. Et du coup, c'est une particularité de la formation ITIAP qui fait qu'elle est bien repérée et que parfois les agrocampus, par exemple, et les ISA ne se retrouvent pas forcément tout à fait sur le même type de poste, quoi. Alors, est-ce qu'il y a des places réservées aux étudiants présents en deuxième année en cycle intégré à l'ISA? Alors, la question vient d'Héloïse, qui donc je suppose est en deuxième année à l'ISA. Pour répondre à cette question très précise, il n'y a pas de place réservée en tant que telle, mais il est clair qu'en faisant la prépa, on peut poursuivre son parcours à l'ISA en troisième année classique, intégré, en troisième année agri-agro par apprentissage, ou en troisième année paysage par apprentissage. Donc, bienvenue Héloïse, si tu souhaites venir en formation paysage. La difficulté, c'est de trouver une entreprise comme pour les autres formations par apprentissage, puisque bien sûr l'obtention du contrat est, on le répète, est une condition sine qua non pour réaliser le parcours de formation. Donc oui, c'est possible, mais ce n'est pas des places réservées en tant que telles, mais en tout cas, on peut tout à fait aller sur la formation paysage à partir de la prépa. On avait peut-être, tout à l'heure, on parlait des dates de candidature, etc. Peut-être refaire un petit focus là-dessus. En fait, vous pouvez retirer votre dossier dès maintenant sur le site bacplus.isa-lille.fr. Il faut mettre un certain nombre d'informations, vos notes de première, terminale, les notes du bac, les notes de toutes les formations post-bac que vous avez faites, validées, échouées, réussies, enfin bref, toutes les informations que vous pouvez, les lettres de recommandation de vos profs, des maîtres de stage, éventuellement des jobs d'été, etc. Enfin, vraiment, toutes les informations possibles. Et ça, vous avez jusqu'au 14 avril pour retirer votre dossier, quand même un petit peu moins, puisque le 14 avril, c'est la deadline de renvoi des dossiers. Si vous retirez votre dossier le 14, il sera un peu trop tard. Et ensuite, vous êtes convoqué à des entretiens de motivation entre le 28 mai et le 1er juin, et la publication des résultats a lieu début juin. Et donc, on a encore quelques questions sur un nombre important de BTS aménagement paysager dans la formation. Question de Théo. C'est quand même en majorité des BTS aménagement paysager. Mais c'est une majorité, mais c'est vraiment pas toute la promotion. Non, en gros, alors chaque année, c'est, je dirais, entre 85 et 90% de BTS aménagement paysager, à peu près. Et par contre, on en a quand même pas mal qui aussi ont fait une licence ou un certificat de spécialisation entre deux, ou parfois qui sont allés bosser une année ou deux. Donc en fait, on a finalement beaucoup de BTS aménagement paysager, mais qui ne viennent pas tous directement du BTS qu'ils ont eu juste en juin. Et donc ça, c'est intéressant parce que Marie le disait tout à l'heure, avec un parcours avant le BTS un petit peu différent aussi. Donc voilà, on cherche pas en formation par apprentissage, on cherche pas à avoir des parcours complètement linéaires. Donc quelqu'un qui serait passé par un bac général pour aller après faire autre chose, style, je sais pas, première année de médecine. Je pense à un apprenti actuellement en première année qui est bac S, première année de médecine, première année de physique. En fait, enfin bref, je crois qu'il y a 3 ou 4 années différentes en première année. Puis finalement, il y a un moment où l'orientation professionnelle s'affine. BTS aménagement paysager, une sorte de, entre guillemets, révélation. Et là, par contre, il arrive à l'entretien et il convainc vraiment le jury tout de suite. Je pense que c'est un peu. Oui, c'est un peu ça aussi. Donc, beaucoup de BTS aménagement paysager, mais en fait, à travers beaucoup de BTS aménagement paysager, des parcours finalement très, très diversifiés qui sont vraiment riches pour la formation. Rien au sein des BTS aménagement paysager, il y a ceux qui l'ont fait en formation continue et ceux qui l'ont fait en apprentissage. Ça amène encore une diversité intéressante. Tout à fait. Effectivement, le fait de faire la formation par apprentissage
avant, on a même quelques bac pro, par exemple, enfin, des étudiants qui sont venus à l'origine avec un bac pro, qui ont fait tout leur parcours en alternance, donc ils sont vraiment dans le monde professionnel depuis longtemps, et qui en fait sont vraiment des très bons candidats et qui dans les entreprises fonctionnent vraiment, vraiment très très bien et qui apportent vraiment aussi une valeur ajoutée dans les groupes d'apprentis, quoi. Alors, on a une question sur si l'entretien est programmé en même temps que les examens de licence, est-ce qu'il est possible de décaler l'entretien? Oui, on trouvera toujours un moyen d'organiser un entretien en décalage, effectivement, si on a des dates, hein, donc du 28 mai au 1er juin. Ça, c'est la semaine qui est prévue, mais effectivement, en fonction comment dire, des possibilités des uns et des autres, parfois on a aussi des étudiants qui sont à l'étranger, on peut éventuellement faire des entretiens sous Skype ou autre. Donc, on s'organise pour que ce soit le plus simple pour vous. Pendant qu'on est en train de parler des entretiens, peut-être juste préciser que l'entretien de motivation se fait à chaque fois avec minimum 2 personnes, un formateur enseignant et un professionnel. Il y a forcément les deux profils, hein, qui sont réunis. Si on peut avoir 3 personnes, c'est encore mieux, mais en tout cas, il y a minimum 2 personnes dans l'entretien et donc un prof et un professionnel. Quel conseil donneriez-vous pour bien se préparer et avoir le niveau attendu pour être admis? Quel type de formation intermédiaire? Alors, une formation intermédiaire. Alors, il n'y a pas, ouais, il n'y a pas forcément de formation intermédiaire. Alors, on ne sait pas trop c'est Alice qui pose la question et on ne sait pas trop son diplôme actuel. Peut-être que c'est un BTS. Partons du principe que Alice est en BTS aménagement paysager. Je pense que ce qu'il faut regarder, c'est si le BTS se passe bien, il faut tenter cette année la formation de rentrer en formation ITIAP. Si l'entretien de motivation, le dossier d'entretien de motivation se passe bien, eh bien tant mieux, vous serez certainement admise et vous pourrez faire votre parcours à l'ITIAP. Si maintenant le niveau n'est pas admis et ça arrive, le niveau n'est pas celui attendu, et ça arrive chaque année, hein, qu'on a des étudiants qui ont vraiment la motivation, mais on se rend compte qu'effectivement ça va être un petit peu trop juste. Enfin, en tout cas, les jurys d'admission estiment que ça va être un petit peu trop juste. Alors ça peut être pour le niveau d'anglais, ça peut être pour d'autres éléments. Eh bien, on donne aussi des conseils parfois aux candidats. C'est-à-dire que il n'est pas rare qu'on dise à un candidat qu'on a recalé, qu'on lui dise par exemple on vous incite à aller travailler 1 an à l'étranger pour parfaire votre anglais. Voilà, donc on conseille aussi éventuellement de ce côté-là, quoi. Mais se préparer, il faut venir. Il n'y a pas tellement à se préparer, quoi. Je pense qu'il faut surtout venir avec votre motivation, votre projet, votre envie. C'est vraiment ça le principal, quoi. Venir avec sa motivation et la montrer surtout. Et montrer qu'on est prêt à se mettre à niveau si besoin dans toutes les matières. C'est vrai que, on le redit, au moment de l'entretien, ce qu'on cherche, c'est vraiment un étudiant, un candidat qui va vraiment montrer qu'il a envie de la formation, quoi, qu'il a envie de bosser, qu'il a envie de bosser dans le paysage, qu'il a un projet assez précis. Ce qu'on cherche, c'est vraiment les futurs managers de la filière du paysage, quoi. Donc des gens qui ont envie de prendre des responsabilités, qui ont envie de bosser pour apporter quelque chose de constructif à la filière paysage. Donc c'est vraiment des éléments importants, quoi. Alors, est-ce qu'il y aura des apprentis présents aux journées portes ouvertes? Alors oui, les prochaines journées portes ouvertes d'ailleurs sont. Alors il y en a une le mercredi 21 février après-midi. Là, on aura assez peu d'apprentis, je pense, qui pourront renseigner, parce qu'il n'y en a pas forcément sur le site ce moment-là. Par contre, effectivement, on a aussi une journée le 17 mars, le samedi 17 mars, toute la journée. Et là, on aura des apprentis qui pourront effectivement renseigner tout à fait les différents candidats qui viendront poser des questions. On a aussi une question là de Baptiste sur l'ISA qui propose une formation en agriculture agroalimentaire par apprentissage. Alors,
Et la question est, est-ce que les apprentis en paysage sortent avec le même diplôme qu'eux? Alors, en fait, les apprentis qui font le parcours paysage sortent avec un diplôme d'ingénieur de l'ISA de Lille, spécialité paysage. Ceux qui font la formation agriculture agroalimentaire sortent avec un diplôme d'ingénieur ISA Lille sans spécialité. La particularité, donc c'est bien un diplôme d'ingénieur dans les deux cas, habilité par la commission des titres, etc. L'un est un diplôme de spécialité, donc qui a priori flèche vraiment directement dans la filière paysage. L'autre est plutôt un diplôme, on va dire, un petit peu plus généraliste, si on peut dire. Alors, on a une question de Marion qui demande dans quel domaine faut-il être bon pour réussir à l'ITIAP? Marie, est-ce que tu as une idée là-dessus? Être bon, ça dépend ce que ça veut dire. Moi, je sais que j'avais quelques lacunes sur vraiment tout ce qui est bio et physique en arrivant au cycle scientifique, mais donc faut pas forcément être bon à la base, mais il faut être motivé, il faut avoir soif d'apprendre des nouvelles choses et être ouvert à plein de domaines pour justement s'enrichir et s'améliorer. Après, est-ce qu'il y a des domaines de prédilection à la base? Je sais pas, faut quand même avoir, oui, aussi des notions dans le paysage et dans le végétal, mais Je pense qu'il n'y a pas, effectivement, il n'y a pas de domaine où il faut être particulièrement bon. Bien sûr, il faut être intéressé par le végétal, par le oui. paysage, ça c'est le domaine, donc il faut forcément être au minimum intéressé par ça. Après, je pense que ce qu'il faut se dire aussi, c'est plus un état d'esprit qu'on va chercher chez les candidats, chez les apprentis. Donc l'état d'esprit, ce sera plus effectivement le fait d'avoir envie de faire quelque chose pour la filière, du paysage, pour travailler dans le monde du paysage. C'est vraiment quelque chose d'important qu'on cherche voilà, à mettre en avant. Donc, il ne faut pas être bon sur tel ou tel domaine, il faut juste montrer sa motivation. Alors, on a une question sur est-ce qu'il y a beaucoup d'échecs à l'ITIAP? Alors, on ne va pas dire qu'il n'y en a pas du tout, ce serait mentir, donc il y en a forcément. Il n'y en a pas beaucoup. On essaye de faire tout l'accompagnement possible pour aider chaque apprenti à atteindre le niveau voulu. Mais effectivement, il y a quelques échecs en fin de cycle scientifique. Effectivement, parfois, il y a un ou deux étudiants qui doivent quitter la formation donc à la fin des 10 premières semaines, qui doivent quitter la formation parce que le niveau attendu n'est pas celui qui a été atteint. Ou qui se rendent compte que c'est pas en adéquation avec leur projet au final, c'est pas exactement ce qu'ils attendaient et qui eux se sentent pas forcément le plus à l'aise dans la formation Et effectivement, souvent, il y a un lien entre les deux, c'est-à-dire que quand un candidat ne réussit pas réellement au niveau des objectifs pédagogiques, il y a en même temps une question qui vient à l'esprit directement, qui est sur sa motivation. Est-ce que c'est vraiment ce qu'il souhaite, le profil d'ingénieur, etc. Et finalement, on se rend compte que souvent, il y a une connexion entre les deux. Et donc, voilà, parfois, certains étudiants, certains apprentis décident d'arrêter en cours de route la formation. L'essentiel n'étant pas de dire j'ai échoué à l'ITIAP, c'est juste aussi être derrière de pouvoir trouver un métier qui corresponde à ce qu'on souhaite. Voilà, on parlait tout à l'heure des journées portes ouvertes, donc le 17 mars. Il y aura justement une conférence, une table ronde avec, donc peut-être pas Marie cette fois, mais peut-être d'autres apprentis qui seront là pour témoigner un peu de leur parcours et dire un petit peu comment se passe la formation. Donc une conférence table ronde sur l'apprentissage, l'alternance, où on regroupera d'ailleurs des apprentis des deux formations. Donc si vous êtes autour de Lille le 17 mars, n'hésitez pas à faire un petit tour par l'ISA. Voilà, je crois qu'on arrive à la fin du timing de ce Facebook Live. Merci à tous pour votre attention et votre écoute. à bientôt peut-être sur l'île Alissa. À bientôt. Au revoir.